Bonsoir tout le monde. Voilà, dans cette vidéo, on va résumer le cours de droit international avec les questions de l'examen l'année dernière avec correction. Alors, premièrement, définition de droit international. Le droit international public, appelé aussi droit des gens, et le droit applicable à la société internationale. Le droit international général, deuxième définition, serait celui applicable à la communauté universelle des États. Tous sont soumis au même droit. Première partie, la spécificité de l'ordre juridique international. Chapitre 1. L'existence et nature du droit international. Pour certains auteurs, la juridicité du droit international est contestée, alors que pour d'autres, elle est démontrée. Grand A. Une juridicité contestée. Jadis Hobbes et Spinoza, et plus récemment Aaron et Bourdieu contestant le caractère juridique du droit international et soutiennent qu'il relève de la morale. Grand B. Une juridicité reconnue. Ce deuxième courant soutient la positivité du droit international à partir d'une réfutation des arguments avancés par les négateurs du droit international. On va continuer. Rapport entre ordre juridique international et interne. La doctrine dialysique a très part de l'idée que le droit international et le droit interne constituent deux systèmes juridiques égaux, indépendants et séparés. La norme interne s'applique exclusivement dans le cadre de l'État. Les sujets des droits ne peuvent être les mêmes dans les deux ordres juridiques. Alors, on va continuer. Chapitre 2. La suprématie des droits internationaux. Voilà la question de l'année dernière sur l'examen. Première question. La reconnaissance de la suprématie des droits internationaux. Voilà la réponse. Cette suprématie signifie que le droit international l'emporte sur le droit interne. Cette reconnaissance non mentionnée dans la Charte des Nations Unies est néanmoins affirmée dès 1949 par la Commission des droits internationaux, CDE. Deuxième partie. Voilà la réponse de la question, l'examen l'année dernière. On va continuer. Deuxième partie. La formation des droits internationaux. La formation des droits internationaux renvoie aux sources formelles des droits internationaux. 1. S'attarde sur l'utilité d'utiliser expression même de sources évoquées par l'article 38 du statut de la CEJ. Chapitre 1. Les traités internationaux. Les conventions internationales représentant l'instrument privilégié des relations internationales, elles constituent le procédé le plus ancien de création des obligations juridiques entre l'État, commencé au début des années 1950. La tâche de codifier le droit des traités aboutit avec l'adoption le 22 mai 1969
de la Convention de Vienne sur le droit des traités conclus entre États. Section 1. La conclusion des traités. La conclusion d'un traité se déroule en une série d'étapes successives comprenant la négociation, l'adoption et l'expression par l'État de son consentement à être lié. On va continuer. 1. L'élaboration des textes conventionnels. Grand A. La négociation. Cette phrase vise à définir les obligations de chacune des parties. Elle est le fait des représentants des États mandatés, les plénipotentiaires, l'article 55 de la Constitution marocaine, le roi signe et ratifie les traités. 3 points, etc. Grand B. L'adoption. Elle se manifeste par l'arrêt définitif du texte qui, pour les traités multilatéraux, peut se faire par un vote de la conférence et dans tous les cas par son authentification par la signature. Grand C. La signature du traité par les États peut être soit définitif et il s'agit d'accords en forme simplifiée, soit ad référendum, auquel cas il faudra attendre qu'elle soit confirmée par les autorités étatiques compétentes. Grand D. La ratification, c'est l'acte par lequel l'autorité étatique constitutionnellement compétente pour conclure les traités confirme la volonté de l'État de se lier par le traité et s'engage à l'exécuter. Grand E. L'adhésion. Cette procédure permet à un État qui n'a pas signé le texte d'un traité d'exprimer en une seule fois son engagement après qu'un certain temps s'est écoulé depuis l'adoption du texte ou même son entrée en vigueur. Grand F. L'entrée en vigueur. Disons entre en vigueur un traité requiert le caractère obligatoire entre les parties contractantes de sorte que si un État n'observe pas le respect, il engage sa responsabilité internationale. Les réserves. 1. Définition. Un État peut estimer au cours du processus de conclusion d'un traité que certaines dispositions du texte ne lui conviennent pas, bien qu'il approuve la plupart des dispositifs de l'accord. 2. L'effet des réserves permet d'étendre à la portée d'un traité multilatéral aux États réticents. Mais elle risque aussi de porter atteinte à l'intégrité du texte. Section 2. La validité du traité ou la limite. Pour produire des effets juridiques, un traité doit satisfaire à un certain nombre de conditions qui visent à assurer la régularité du consentement du contractant et la licéité de l'objet du traité. 1. Les vices du consentement. Afin d'éviter qu'un État ne soit engagé par un consentement vicié, la Convention de Vienne distingue plusieurs cas d'irrégularité substantielle. Grand A. La violation du droit interne. Il s'agit ici de savoir dans quelle mesure la violation d'une règle de droit interne d'un État affecte
la validité d'un traité international conclu par cet État. Grand B, l'erreur. La question ici est de savoir jusqu'à quel point État peut être lié par un traité exprimé par une erreur. Grand C, le dôle. La corruption. Dans la pratique des traités, le dôle a fait l'objet d'une réglementation par la Convention de Vienne. On va continuer. Deuxième feuille. Pour continuer les autres questions de l'examen. Grand D. La contrainte. La contrainte couvre deux aspects. Tout d'abord, il y a la contrainte exercée sur le représentant d'un État. Il y a ensuite la menace ou l'emploi de la force pour obtenir le consentement d'un État. Grand E. Enregistrement et publication. Les traités doivent être dûment enregistrés et publiés faute de quoi ils ne peuvent être invoqués devant un organe international. Grand F, le juge conjonge. Le juge conjonge dit aussi norme impérative du droit international général est une norme qui peut rendre nul ab initio tout accord international qui dans le cas où une règle de juge cogence surgit ultérieurement à la conclusion. Il met fin au traité. 2. Il siège dans l'objet du traité. Aucun exemple de nombre de juges cogence n'est donné par la Convention. La doctrine retient cependant les principes de droit humanitaire posés par les conventions de Genève, interdiction de l'esclavage ou des génocides, la prohibition de l'emploi de la force armée. 3 points, etc. 3. Effet de la nullité des traités. Les dispositions d'un traité nul n'ont pas de force juridique. L'article 69 de la Convention de Vienne. A. Effet des traités à l'égard des parties contractantes. Désolé. La règle Pax servanda est affirmée par la Convention de Vienne dans son article 26 qui dispose que tout traité en vigueur lié les parties il doit être exécuté par il de bonne foi. 2. Effet des traités à l'égard des tiers. Grand A. Principe. L'article 34 de la Convention de Vienne rappelle la règle coutumière de l'effet relatif des traités en disposant qu'un traité ne crée ni obligation ni droit pour un État tiers sans consentement. Section 3. C'est ça la question de l'examen l'année dernière. Les effets des traités. C'est ça la question. On va corriger 1 et 2. 1 et 2. 2 A, grand A et grand B. Voilà la réponse. Les effets des traités. A. 1. L'effet des traités à l'égard des parties contractantes. La règle Pacte sunt servanda est affirmée par la Convention de Vienne dans son article 26 qui dispose que tout traité en vigueur lié les parties il doit être exécuté par il de bonne foi. 2. Effet des traités à l'égard des tiers. Grand A. Principe. L'article 34
de la Convention de Vienne rappelle la règle coutumière de l'effet relatif des traités en disposant d'un traité ni créé, ni obligation, ni droit pour un État tiers sans son consentement. Grand P. Exception. Les articles 35 et 36 de la Convention de Vienne prévoient les cas où une obligation ou un droit peuvent naître pour un tiers avec son consentement. On va continuer. C'est ça la question de l'examen de l'année dernière. C'est ça la question. Donc, la question 3 sur l'examen. La reconnaissance d'État en droit international. La réponse c'est ça. La reconnaissance d'État est l'acte par lequel un État constate un faisceau de faits qui sont les conditions d'existence d'un autre État et manifeste la volonté de la considérer comme membre de la société internationale. On va continuer. 2. Extinction des traités. Extinction des traités. Certains traités sont conclus pour une période de temps définie à l'avance et s'éteignent quand arrive ce terme. Section 3. La fin des traités. Par cette formule, le traité cesse tout simplement et définitivement de produire des effets juridiques. Contrairement aux suspensions, l'effet est définitif et s'il est non rétroactif, c'est contrairement à la nullité. Chapitre 2. Les sources de formation spontanée, la coutume internationale. La coutume est une règle non écrite, mais ayant un caractère obligatoire pour les sujets de droit dans un système juridique donné. Section 1. Les éléments constitutifs de la coutume. Pour que l'existence d'une coutume soit consacrée, il doit réunir deux éléments, l'un matériel, l'autre psychologique. 1. L'élément matériel. Cet élément se matérialise par l'existence d'une pratique générale, c'est-à-dire la répétition dans le temps d'actes, de faits, de déclarations ou d'agissements, positifs ou négatifs, émanant de sujets de droit international. 2. L'élément psychologique. Il ne suffit pas pour que le droit reconnaisse une coutume de prouver qu'il existe une pratique constante et uniforme. On va continuer section 2. L'opposabilité des normes coutumières. Lorsqu'une norme est consacrée en tant que règle coutumière, il se voit reconnaître une portée juridique très étendue. 1. Porte de la coutume. Pour être lié par une coutume, il n'est pas nécessaire que l'État ait directement participé à sa formation ou l'ait accepté expressément. 2. Rejet d'une coutume. Un État peut rejeter expressément une coutume alors qu'il n'est qu'en phase de construction et n'est alors pas lié par les règles qu'il établit. Chapitre 3. Les principes généraux du droit. De contenu variable selon qu'on les qualifie de principes de droit ou de principes du droit international. Les principes généraux constituent une source de droit fréquemment invoquée par le juge international. Les principes généraux droitiers qu'ils sont visés à l'article 38 du statut de la CSG ne correspondant pas à ce que la doctrine considère comme les principes généraux
du droit international. On va continuer la feuille 3. Section, désolé, une minute. Section 3. Les principes généraux de droit visés par l'article 38 du statut de la CEJ. Le juge international peut se voir confronté à une situation dans laquelle saisis par des États pour trancher leurs différends, il devait se déclarer incapable de juger au motif qu'il n'existait pas de règles de droit international applicables au cas, espèce, situation de non-liquide. Section 2. Les principes généraux du droit international. Bien que le juge international ait fréquemment recours pour trancher des différends, la définition de ces principes est délicate. Chapitre 4. Les actes unilatéraux et des organisations internationales. Section 1. Les actes unilatéraux étatiques. Il s'agit des actes par lesquels l'État exprime unilatéralement sa volonté ou manifeste son opinion. Section 2. Les actes unilatéraux des organisations internationales. Les actes émanant des organes collégiaux des organisations internationales font l'objet d'une terminologie très variée. On parle de résolution, de recommandation, de décision, de directive, de règlement. 3 points, etc. On va continuer chapitre 5. Les moyens auxiliaires de détermination des règles de droit. Section 1. La jurisprudence. La jurisprudence internationale recouvre l'ensemble des décisions juridictionnelles, CPGE, CEJ, etc. ou arbitrales. Section 2. La doctrine. Par doctrine, on entend les positions des auteurs, des sociétés savantes ou des organes appelés à formuler des opinions juridiques sont engagés les sujets de droit, État, organisations internationales dont ils relèvent. Section 3. L'équité correspond à l'idée de justice inhérente à toute règle de droit qui doit animer le juge international et le guider pour appliquer le droit. Troisième partie. Les acteurs de la communauté internationale. Chapitre grand 1. Les acteurs étatiques. La société internationale est aujourd'hui composée de deux principaux acteurs. D'une part, les États sujets originaires qui détiennent une compétence générale et les organisations internationales sujet dérivées à la compétence spécialisée. D'autre part, on va continuer. Section 1. L'État, sujet principal du droit international. L'État est considéré comme un acteur originaire, traditionnel et dominant du système international. 1. Les conditions d'existence de l'État. La constitution de l'État dépend de la réunion de 3 éléments. Le territoire, la population et le pouvoir politique suprême au gouvernement. 2. La reconnaissance condition d'exercice des compétences internationales de l'État. La reconnaissance d'État est l'acte par lequel un sujet international et en particulier un État vient constater officiellement l'existence d'un nouvel État sur la scène internationale. 3. Les formes d'organisation de l'État.
On distingue deux grandes formes d'organisation de l'État. L'État unitaire de côté et l'État composé de l'autre côté avec leurs trois formules, les unions d'État, la confédération et le fédéralisme. Grand A, l'État unitaire. L'État unitaire correspond à la forme d'État qui ne connaît qu'une seule autorité juridique et politique détenant l'ensemble de ses compétences sur son territoire régi par un seul et même droit. On va continuer grand B, l'État fédéral. L'État fédéral est une association d'États fédérés. L'État fédéré aux États-Unis, Londres, en Allemagne, canton en Suisse, en province au Canada, qui ont décidé volontairement abandonner une partie de leurs compétences au profit de regroupements qu'ils ont constitués. Section de les organisations internationales intergouvernementales. Michael Virali a proposé de définir l'organisation internationale comme une association d'États établie par accord entre ses membres et dotée d'un appareil permanent d'organes assurant leur coopération dans la poursuite des objectifs d'intérêt commun. 1. Les organisations internationales à vocation universelle, le système onusien. La coopération universelle réalisée au sein du système onusien qui englobe l'ONU avec ses organes principaux et subsidiaires ainsi que les institutions spécialisées qui lui sont rattachées. Grand A. Structure de l'ONU. L'ONU est constituée de six organes principaux institués par la charte elle-même et d'un nombre déterminé d'organes subsidiaires. C'est ça, on va terminer le résumé du cours de droit international. Et on va terminer 3 questions de l'examen avec corrigé. Voilà la première question, l'examen l'année dernière. La suprématie du droit international. Voilà la réponse. La reconnaissance de la suprématie du droit international. Voilà. A. 1. C'est ça la réponse. Et la deuxième question, voilà. Les effets des traités, c'est ça. 1 et 2 la réponse. Écris ça. Et troisième question, voilà. La reconnaissance d'État en droit international. Voilà la réponse. C'est ça les réponses de l'examen l'année dernière. Voilà. Bonne chance à tous. On va voir par le vidéo prochain. Au revoir.